Bonjour, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal du vendredi. Nous sommes le 22 janvier et voici les titres. Première cérémonie de vœux pour le président de la nouvelle agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. C'était jeudi soir au Vélodrome à Montigny-le-Bretonneux. Nous ferons le point sur les principales annonces. Comme chaque fin de semaine, nous revenons aussi sur l'essentiel de l'actualité. Depuis lundi, du premier conseil régional d'Île-de-France présidé par Valérie Pécresse aux inquiétudes du département sur les finances en passant par le beau parcours du FC Montois en Coupe de France de football. Et puis, en fin d'édition, retour sur la disparition de l'écrivain Michel Tournier. Nous vous proposerons de découvrir l'entretien qu'il nous avait accordé en 2001 dans son presbytère de Choiseul, dans les Yvelines, commune où se dérouleront ses funérailles lundi. Le département des Yvelines vient de se pencher ce vendredi matin sur son budget pour 2016, un budget compliqué. Entre hausse des dépenses sociales mais surtout baisse des dotations de l'État, il faudra donc augmenter les impôts. On retiendra entre autres côté dépenses que 113 millions d'euros sont proposés pour la politique des routes et des transports et qu'une enveloppe de 190 millions d'euros est également proposée pour les travaux dans les collèges publics. Ce sera pour la période 2017-2020. Nous ferons un point complet dans notre édition de lundi. Hier, jeudi, le préfet des Yvelines a de son côté organisé sa première cérémonie de vœux depuis son arrivée à ce poste pendant l'été 2015. Serge Morvan tenait à rassembler les acteurs locaux, les politiques également. Le président du Sénat, le Rambolitain Gérard Larcher, était présent. Pas d'intervention officielle au programme, mais un temps d'échange après une année difficile. Vous voyez les différents maires des communes de Saint-Quentin qui étaient présents. Serge Morvan, en aparté, s'est néanmoins réjoui de la diminution de la délinquance dans le département. Entre 2014 et 2015, moins 8% d'atteinte aux biens et un taux d'élucidation qui progresse de 27%. Les premiers éléments que nous avons sur l'année 2015 semblent effectivement nous dire que l'évolution de la délinquance dans les Yvelines suit plutôt une trajectoire positive et que finalement de nombreux items, comme l'on dit dans le jargon, diminuent en 2015 par rapport à 2014. Simplement, effectivement, c'est plutôt positif dans l'ensemble pour les Yvelines en 2015. Voilà ce que je peux dire à ce stade. Les cérémonies de vœux se poursuivent à Saint-Quentin-en-Yvelines. Son président tenait lui aussi sa première cérémonie depuis le rapprochement avec Plaisir, Morpas, Les Clés-sous-Bois, Coignières et Villepreux. C'était au Vélodrome à Montigny-le-Bretonneux dans une grande affluence. Le point sur les annonces avec ce sujet. Les images sont signées Patrick Jacques de Dixmude. 2016 sera une année pour peaufiner l'organisation de la nouvelle agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, compétences à définir, mais aussi rôle des nouveaux élus. Lors de sa cérémonie de vœux au Vélodrome à Montigny-le-Bretonneux, le président Michel Laugier a néanmoins dévoilé plusieurs réalisations bien concrètes à venir dans les prochains mois. Sur le plan de l'habitat, le développement du quartier de Villaroy à Guyancourt, l'aménagement de la ZAC des Bécanes à la Verrière. Le logement, axe de travail majeur et de nouvelles possibilités qui s'ouvrent avec l'arrivée des nouvelles communes telles que Villepreux. Sur le plan des transports, le réseau de bus existant sera amélioré et un service de voitures en autopartage est en réflexion. Mais la priorité reste le développement économique et le message adressé aux entreprises est clair. On a encore des mètres carrés à pouvoir proposer et je sais que dans cette cérémonie de vœux, beaucoup de promoteurs sont présents. Donc s'ils sont présents, c'est qu'ils sont intéressés par notre territoire. Lors de cette cérémonie, une absence remarquée, celle de l'opposition, le Parti socialiste qui a choisi de boycotter l'événement. Le député yvelinois Benoît Hamon annonce dans un communiqué dénoncer ainsi l'absence des élus PS au sein de l'exécutif du nouveau Saint-Quentin. Seul maire de gauche aperçu dans le public, celui de la Verrière, le communiste Alain Hajage. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'invite tout le monde et j'ai fait des vœux pour l'ensemble de l'agglomération. Et j'ai bien fait voir que j'étais le président de toutes les communes de Saint-Quentin-en-Yvelines. Après, à chacun de savoir ce qu'il doit faire. Politique toujours et le Parti socialiste des Yvelines qui vient d'interpeller son premier secrétaire national à travers une motion adoptée à 93% par ses adhérents. Les sympathisants et militants du département demandent à ce dernier de s'engager contre l'inscription de la déchéance de la nationalité dans la Constitution, un sujet qui divise dans les différentes formations politiques et aussi à gauche. Ils ajoutent, ces militants et sympathisants du département socialiste, je cite, ceux qui n'ont que l'échéance présidentielle de 2017 en tête ne devraient pas perdre de vue que le soutien de ces sympathisants
artisans sera pourtant indispensable pour se qualifier au deuxième tour. C'est donc un avertissement qu'adressent les militants aux responsables nationaux. Vous retrouverez juste après ce journal Sephora Nameni pour le 7-8 week-end avec les idées sorties et loisirs pour les prochains jours et peut-être assisterez-vous ce week-end à une représentation de marche ou rêve. C'est à l'Estaminet à Manille-les-Hameaux. Musique, acrobatie, scénographie s'associent pour raconter la quête du petit Tim à la recherche des rêves de sa maman. Regardez. L'histoire du petit Tim à la recherche des rêves de sa mère. Marche ou rêve, un conte circassien et musical. Le thème, la marche comme base corporelle et imaginaire. Avancer, aller au-devant du monde et des autres, risquer le déséquilibre. Au tout départ, on est parti marcher, tout simplement. On a fait tout un travail, on est parti sur le chemin de Compostelle et puis sur d'autres chemins. Et c'est à partir de cette matière-là qu'on a commencé à faire des recherches. Faire des recherches autour du conte, donc des recherches autour des contes de la marche et puis des contes avec des quêtes. Et des recherches aussi au niveau corporel. 2 voix, 2 corps évoluent en équilibre sur une structure en bambou et cordes fileuses. Alliance d'une conteuse-chanteuse et d'une acrobate aérienne. Un univers poétique, signature de la compagnie Lunatique. Le langage de prédilection de la compagnie, c'est l'acrobatie aérienne, mais on crée des spectacles mélangés où la musique vivante, la scénographie, le cirque, le théâtre, la danse se mêlent. Et on occupe l'espace très souvent avec des spectacles en circulaire. On aime bien confronter le rapport au public dans des lieux différents. Marche ou rêve, un spectacle créé en 2012 qui sera en tournée dans toute la France cette année. Prochaine date dans les Yvelines, 13, 14 et 15 mars à Rambouillet, au pôle culturel de la Lanterne. Et puisque nous parlons culture, Omar Sy était de retour à 50 ans en Yvelines hier soir. Le trappiste est venu à l'UGC pour présenter son nouveau film Chocolat à Montigny-le-Bretonneux. L'histoire du premier artiste noir de la scène française. C'est dans une France coloniale, antisémite, xénophobe qu'il va connaître l'apogée de son succès. Réalisation signée Roche Dizem sur les écrans à partir du 3 février. On passe à présent à l'essentiel de la semaine, ce qu'il faut retenir de l'actualité locale depuis lundi, le zapping de l'info tout de suite. Et dans l'actualité de ce mardi 19 janvier, la disparition à 91 ans de l'écrivain Michel Tournier. Il s'est éteint hier à son domicile, un ancien presbytère à Choiseul dans les Yvelines où il s'était installé en 1957. Le département qu'il connaissait bien pour avoir fait ses études au collège Saint-Hérambert de Saint-Germain-en-Laye. En 1941, il avait quitté la maison familiale occupée par l'armée allemande. Emploi, transport, sécurité. À la veille de sa première séance en tant que présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse a dévoilé ses mesures prioritaires ce mercredi. Généralisation de la vidéoprotection dans les gares, aide au financement dans la réalisation de nouvelles prisons ou encore création du conseil stratégique pour l'attractivité et l'emploi. Cela signifie donc une hausse d'impôts. Un exemple, toujours dans les Yvelines, les contribuables propriétaires vont devoir payer 125 € de plus sur leur taxe foncière. Pierre Bédier, que vous voyez à l'image, le président du département des Yvelines, et ses homologues de Seine-et-Marne, de l'Essonne, du Val d'Oise se sont réunis au sein d'une association Grande Couronne Capitale et ils viennent de donner une conférence de presse commune avec un seul mot d'ordre, dénoncer, on les écoute, un Waterloo social. Le petit robot Philae qui s'était posé sur la comète Tchouri ne donne plus signe de vie. La mission Rosetta peut-elle quand même être qualifiée de succès? Nous y reviendrons avec Cyril Sopa, chercheur à l'OVSQ invité de ce journal. Toutes les mesures qui ont été faites à l'atterrissage le 12 novembre 2014 ont été publiées aujourd'hui dans des journaux scientifiques et nous ont apporté des informations très intéressantes auxquelles on n'a pas accès depuis l'orbite de la comète. La Galerie des Sablons située à Plaisir va subir un lifting de grande ampleur. Le permis de construire du nouveau centre commercial Open Sky vient d'être signé. L'annonce a été faite pendant la cérémonie de vœux du maire de la commune, Joséphine Colmans-Berger. On va pouvoir regarder ce que ça donne officiellement, c'est-à-dire voir s'il y a des accidents, voir comment ça se passe. Et puis à l'issue de cette période d'essai, d'expérimentation, les pouvoirs publics décideront si oui ou non c'est bien ou si c'est pas bien. Fin de l'aventure du FC Mantois 78 en Coupe de France. Les 100 et or yvelinois qui évoluent en CFA se sont inclinés ce mercredi en 16e de finale au stade Aimé Bergéal après prolongation 1-0 contre le club de Ligue 1 du FC Nantes.
Déçu, vraiment déçu. Comme je disais précédemment, c'est qu'on attendait vraiment les tirs au but. On avait réussi à les emmener en prolongation, l'objectif il était atteint. Après, ça j'ai joué à 5-10 minutes. Donc voilà, une erreur d'inattention contre les Ligue 1, ça paye cash. 16 trappistes de 12 à 16 ans seront élus du 19 au 22 janvier pour renouveler le conseil municipal des jeunes élus pour 2 ans. Cette instance, créée en 2006 à Trappes, permet aux jeunes d'organiser sorties culturelles, actions solidaires et citoyennes, ainsi que des voyages d'études. En décembre, une nouvelle caméra a été installée près de la gare. En moyenne chaque année, 2 caméras sont installées dans la commune dont la politique de surveillance remonte au début des années 2000. Nous avons refait il y a 1 an ou 2 maintenant notre centre de supervision urbaine et puis nous rajoutons des caméras et nous changeons aussi certaines caméras avec maintenant tout ce qui se fait de mieux dans les nouvelles techniques. Au mois de mars 2015, l'école a décidé de partir pour le campus Paris-Saclay. L'État est propriétaire du lieu et des investisseurs privés se montrent intéressés pour l'investir, dont le club de football du Paris Saint-Germain. Il pourrait installer son nouveau camp de base à Grignon avec entre autres un stade de 5000 places et 18 terrains de football. Le groupe français L'Oréal est lui aussi intéressé. Voilà pour l'essentiel de la semaine. Ce sont à présent les jeunes qui vont s'exprimer sur l'actualité locale, nationale. Comment ont-ils perçu les derniers jours de l'information? Séquence préparée par Mélanie Poquet cette semaine avec les élèves du collège des Saules à Guyancourt. Comme toujours, le montage est signé Florent Lamotte. Marcy, c'est un humoriste et acteur. Il fait rigoler les gens. Je trouve que c'est un bon exemple d'avoir choisi Marcy parce qu'il est noir et comme c'est un humoriste, et ça lui va bien. Je pense que tout le monde l'aime un petit peu quand même. Il est tout le temps marrant, tout le monde l'aime bien à mon avis un petit peu. Tu penses que dans les années 1900, c'était compliqué pour une personne noire de travailler comme ça? Oui, peut-être parce que des fois, il y a des gens qui sont racistes. Donc voilà, j'imagine que par exemple, au début, quand le premier humoriste noir a commencé, tout le monde l'a critiqué. Ça peut être pratique déjà, si on a besoin de faire des courses d'urgence, par exemple, ou de dernier moment, ça peut toujours nous dépanner, on va dire. Après, c'est niveau employé, je me demande si ça fait pas un peu quand même, c'est pas un peu gênant. Le dimanche, déjà, c'est censé être le week-end, donc si on travaille le samedi, déjà, on compte sur le dimanche pour se reposer, mais sinon, si on travaille toute une semaine sans faire de pause, je vois pas vraiment comment on peut prendre le temps des fois se reposer, passer du temps avec sa famille. À partir du moment où c'est la personne qui propose, on peut pas s'y opposer si elle en a vraiment besoin. Mais vraiment, si ça devient obligé, par exemple, là, ce serait à la limite. Pas spécialement dans mon entourage, mais j'ai vu beaucoup de personnes aux informations qui en parlaient. Et notamment, il y avait il n'y a pas longtemps un scandale, je sais plus, c'était avec Bricorama ou Castorama, je sais plus c'était quoi. Ceux qui étaient pour, ils disaient que ça servait beaucoup. Forcément, l'entreprise disait que ça augmentait le reçu. Mais ce qui était contre, c'était surtout qu'ils disaient que ça faisait de la concurrence déloyale, qu'on n'avait pas le droit, parce que je crois qu'il y a des heures limites par semaine. Ça détruisait un peu ce côté-là, quoi. L'actualité locale revient dès lundi en direct à 18h sur notre antenne. Première rediffusion à 19h et aussitôt en replay sur le site tvfil78.com. Avant de poursuivre cette édition, voici quelques-uns des sujets sur lesquels nous reviendrons justement la semaine prochaine. Il sera question de cette conférence organisée par le collectif Paroles à cœur ouvert de Trappes. Son titre, Parlons de l'islam, passé et présent, des représentations au fantasme. Un islamologue, anthropologue des religions sera présent. Rendez-vous programmé lundi soir. Et puis tout autre sujet, rencontre à suivre aussi la semaine prochaine avec Xavier Pincemin, 25 ans, second de cuisine au restaurant Gordon Ramsay au Trianon à Versailles. Il est l'un des candidats de la nouvelle saison de Top Chef programmée sur M6. Un mot du programme de Radio Sensation. Nos confrères vous proposent ce week-end un hebdo politique avec Bertrand Houillon, le maire socialiste de Magny-les-Hameaux. Il évoque l'avenir de sa commune, maison de l'environnement, Gérondicap ou encore élargissement de l'agglomération de 7 à 12 communes. Écoutez cet extrait au cours duquel il est question de la fermeture de la PMI sur sa commune, le centre de prévention maternelle et infantile. Dernièrement, j'ai fait une relance parce que j'avais quelques échos qui me revenaient, des rumeurs qui me disaient non, ça va fermer. Donc j'ai envoyé un courrier, j'ai enfin eu une réponse. C'est la première réponse du conseil départemental depuis des années sur quelques sujets que ce soit. Et puis la réponse c'est non, on va fermer. Voilà. Donc on l'a appris là. Voilà, la PMI de Magny-les-Hameaux va fermer. Apparemment, le conseil départemental souhaite fermer la PMI de Magny-les-Hameaux. Vous avez une Je date n'ai pas déjà de date, mais par contre la rumeur me dit que c'est très bientôt, d'ici 2 mois.
La suite de ce journal, c'est à présent avec cette nouvelle séquence que vous avez découvert la semaine dernière. Durant le mois de janvier, nous vous proposons chaque vendredi, en partenariat avec l'association Bête à bon Dieu Production, un reportage accessible aux sourds et aux malentendants. L'association qui œuvre notamment à la lutte contre les discriminations et la défense de l'égalité citoyenne entre sourds et entendants. Le reportage à suivre est signé Simon Olliel. Il est consacré à la compagnie de tir à l'arc de Guyancourt qui prépare la fête de la Saint-Sébastien, leur saint patron. La compagnie des archers basée à Guyancourt compte une centaine d'adhérents. Ils allient compétition, loisirs et tradition. En tant que président, moi, il y a une phrase que j'aime bien reprendre, c'est que chacun des adhérents doit trouver ce qu'il vient chercher au sein de la compagnie. Donc vous avez des compétiteurs qui viennent, eux, pour l'aspect compétition, donc ce qu'ils viennent chercher, c'est de l'entraînement et des conditions de s'entraîner pour pouvoir faire des compétitions derrière. Vous avez des gens qui sont débutants. Ça, c'est une autre catégorie d'adhérents. Donc, eux, ils viennent chercher des cours d'initiation. Vous avez des gens qui viennent aussi tirer pour le loisir. La compétition, ça ne les intéresse pas. Ils ne sont plus débutants. Ils viennent pour le loisir. Ils viennent pour le côté associatif, rencontrer du monde, tirer quelques flèches. Et en fait, chacun doit y trouver sa part. C'est un sport qui est surtout ciblé vers la concentration. Donc c'est vraiment pas un sport réservé comme les garçons, comme peut-être les sports de combat. Mais franchement, ça aide aussi les plus jeunes à avoir une bonne concentration, à pouvoir progresser en fait à l'école, puisque ça aide aussi, quand je dis à la concentration, donc c'est beaucoup plus simple. Chaque année, à partir du 20 janvier, les compagnies de tir à l'arc de France et de Navarre rendent hommage à Saint-Sébastien, le grand patron des archers de l'an 230. Le club de Guyancourt se réunit en l'honneur de celui qui fut un grand archer. Il a lieu ce week-end et en fait, il y a d'abord un jeu, puis après il y a une carte avec marqué Saint-Sébastien avec l'année. Et c'est la flèche la plus près du centre qui gagne et après on a l'écharpe pendant un an et après on doit faire un blason pour l'année d'après. C'est un moment de rassemblement de la compagnie et en fait on honore le patron des archers. Et le tir à l'arc, en général, c'est quand même un sport qui est très porté sur la tradition. Beaucoup de devises dans les archers. La devise des archers, c'est quand même honneur et loyauté. Je pense que de temps en temps, dans tout le monde que l'on vit actuellement, on ferait pas mal de réfléchir sur ce type de devise. Et après le tir à l'arc, on reste dans le sport. Découvrez à présent le horseball. C'est un sport équestre collectif lancé dès 1930 en France. Le club hippique de Villevert à Jouy-en-Josas propose cette activité. Sujet toujours accessible aux sourds et aux malentendants et toujours réalisé par Simon Olliel. Le horseball, c'est un sport tout nouveau, collectif, qui se joue à cheval, qui est un mélange avec le rugby et le basket. En fait, où on est 4 joueurs contre 4 joueurs. Et il y a différentes règles qui sont là pour encadrer la sécurité et pour dynamiser le jeu. La difficulté de ce sport, en fait, c'est qu'il faut mêler l'équitation classique avec le ballon. Parce que quand on monte en équitation normale, on ne s'occupe que du cheval, on ne s'occupe que du saut. Là, il faut savoir mener le cheval, regarder les autres, parce qu'on évolue dans un univers en 3D avec d'autres personnes qui évoluent. C'est pas vraiment un sport individuel, c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais que c'était vraiment un sport collectif. Et du coup, il faut savoir assimiler la capacité à gérer le cheval, son équitation, son équilibre, plus le ballon. L'entraînement, c'est l'entraînement le plus compliqué. La synchronisation avec le cheval. C'est-à-dire parfois le cheval ne fait pas du tout ce qu'on a envie. Parfois le cheval n'est pas forcément adapté à tout ce qu'on souhaite et c'est pas forcément le plus facile. Et comment toi tu t'arrives à dompter ton cheval? J'arrive pas tout le temps. Avec le temps surtout. Le temps et quand on prend le temps de les comprendre. C'est ce qui nous aide le plus. Donc toi, tu joues toujours avec le même cheval? Oui, toujours. J'ai changé il y a un an, mais sinon, on ne change pas trop. Prochain sujet avec l'association Bête à bon Dieu Production à découvrir vendredi prochain dans ce journal, une nouvelle fois. Pour refermer cette édition, je vous propose à présent de découvrir ou redécouvrir cette interview de Michel Tournier, l'écrivain, s'est éteint dans les Yvelines, dans son presbytère de Choiseul où il résidait depuis bientôt 60 ans. Il nous avait ouvert ses portes en 2001. Écoutez. Alors, vous entendez
midi, et vous allez entendre l'Angélus de midi, qui suit. C'est un tintinabulement. Michel Tourny, bonjour. Bonjour. Alors expliquez-nous un petit peu où on se trouve, parce que là on est vraiment chez vous à Choiseul. Ah, on est chez moi parce que j'habite le presbytère de Choiseul depuis 45 ans. J'y ai écrit tout ce que j'ai publié. Et c'est devenu une partie de moi-même, cette maison. Je vais vous dire une chose qui est un petit peu négative, je déteste Paris. J'ai eu le malheur d'y naître et j'avais 6 ans quand le médecin a dit à mes parents, si vous voulez qu'ils vivent, il faut quitter Paris. Ils se sont installés à Saint-Germain-en-Laye. Et puis je me suis installé ici, vous voyez, je suis resté fidèle aux Yvelines. À l'époque, ça s'appelait la Seine-et-Oise. Et vraiment, je me sens lié, effectivement, avec ce sud-ouest. Ce sud-ouest parisien. Tellement lié qu'il a même créé un personnage que l'on retrouve dans ses écrits, Angélus Choisellus. Vous savez, Tournier, c'est un nom qui est honorable, mais enfin, qu'il n'y a pas de quoi faire rêver. C'est un petit peu trivial, Tournier. Alors, quand j'écris une pensée sublime, je n'ose pas la signer Tournier. Alors je dis, comme l'a dit admirablement le théologien Angélus Choisellus. Lors de cet entretien, nous avons rencontré un homme passionné, mais surtout comme enraciné dans sa propriété. Un paradoxe intéressant pour un homme de lettres qui fait voyager les autres par livres interposés. On se rend compte que vous faites partie du patrimoine maintenant. Mais j'espère, enfin pas trop, parce que ça a un côté un petit peu funèbre, de faire partie d'un patrimoine vivant. Oui, c'est ça, provisoirement. Est-ce que vous imaginez qu'un jour, votre maison pourrait être le lieu d'un culte, d'un pèlerinage? Oui, j'espère que non, mais si c'était le cas, eh bien, c'est pas grave. De toute façon, un presbytère est une maison très honorable, et je l'ai laissé, je n'y ai pas touché. Je l'ai laissé tel quel. Avant de nous quitter, Michel Tourny, en bon conteur qu'il est, n'a pas manqué de nous citer 2 anecdotes sur la vie à Choiseul, 2 histoires ancrées dans la mémoire locale. Pour commencer, la venue de François Mitterrand, alors président de la République. Ça a commencé avec une histoire de photo. Vous savez que je me suis toujours intéressé à la photo. Et il y a un photographe allemand qui a fait un livre de photographie sur Mitterrand. Et Mitterrand a demandé que je fasse la préface. Alors, je suis allé à l'Élysée pour voir les photos avec le président et avec ce photographe qui s'appelle Konrad Müller. Et en partant, Mitterrand m'a dit « J'ai entendu dire que vous habitiez un presbytère dans la vallée de Cheval. » Je dis « Oui, monsieur le président. » Il m'a dit « Si vous m'invitez, je viens. » Je dis « Je vous invite, monsieur le président. Qu'est-ce que vous vouliez que je dise ?» Ça se passait au mois de mai et il a débarqué au mois d'août en hélicoptère et il a recommencé l'année suivante. Il a recommencé l'année d'après, il est donc venu 3 fois. Alors quand je suis arrivé ici, la grande dame du village était Ingrid Bergman, dont le buste est actuellement dans la mairie. Son mari, Lars Smith, habite toujours là. Et alors, c'était assez drôle. Elle m'a invité 2 ou 3 fois chez elle. Et c'était une femme admirable de gentillesse et d'intelligence. Et elle faisait des réceptions la nuit. Et en hiver, bien, les invités se perdaient. Alors, elle m'avait demandé la permission de mettre sur mon garage un projecteur qui éclairait le clocher de l'église. Et elle allumait ça les soirs où elle avait des réceptions. Et quelquefois, on venait sonner chez moi, je reconnaissais des vedettes de l'écran, américains ou français. Vous pouvez quand même montrer l'église, parce que même à contre-jour, c'est pas si mal que ça. Les obsèques de l'écrivain qui se dérouleront donc lundi à 15h à Choiseul, tout près du presbytère. Nous y reviendrons bien évidemment dans un prochain journal. Et nous refermons cette édition du 22 janvier. Ainsi, merci de l'avoir suivi. Très bon week-end sur notre antenne.